Bonjour chers téléspectateurs à travers le monde, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre chaîne de télévision Canberra Chibango TV. Votre chaîne de télévision se trouve à Canberra, nous sommes en Australie. Mesdames et messieurs, pour toutes vos informations publicitaires, contactez-nous juste en cliquant à côté de votre écran de smartphone Canberra Chibango TV. Vous allez présenter tous vos désidératants. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous sommes là à Kasongo, dans la province du Maniement, en République démocratique du Congo, en Afrique. Mais vous qui êtes à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de notre continent, contactez-nous sur Canberra Chibango TV, votre chaîne pour toutes les informations du monde. Pour aujourd'hui, à Kasongo, comme je vous l'avais annoncé, nous allons découvrir ensemble la cérémonie si grandiose du lancement officiel du partenariat entre l'artiste Douglas Ilumbe, le père de la musique, et la chaîne Canberra Chibango TV. Un partenariat pour faire vivre l'artiste, un partenariat pour la propulsion, n'est-ce pas, de la jeunesse, de cette jeunesse musicale qui commence aujourd'hui. Et alors cette cérémonie est à découvrir dans toute son intégralité dans notre émission, dans Canberra Chibango TV. Oui, et Kozonga, soit que Bimananga Kasongo est habitué, les Ambananga Libosote, Ngana Kenda. Après, donc, ils ont une mission de service, ok, au sein du boulot, aux zongi. Donc, par rapport à contrat à Bisso, et à Ibsa Kingaï, est-ce que vous changez de vie, tout le monde la Kawana? Il y a un Ibsa qui est totalement début à 2022, et avec tout le monde, ou Bunda dans ma province. Ceux qui n'ont par exemple le Bumbashi, n'a pas été concert, moi après le concert qui tombe plein, tala dollar, tala yomo yeyi. Na kasongo na petit concert, ba vieux Simon, ba bien marié, ba bien singa mongo, baka, ba bien singa mongo. Mais na kena le Bumbashi na joué concert mongo $6,000, $7,000. Wana makambo wana makambo. Canberra Chibango. Oui, bana mai, bana mokili mobimba. Donc, les artistes na bino ya sika. Douglas antivirus, c'est le père quoi. Donc, ceux qui sont en Océanie, ceux qui sont en Amérique, na Afrique surtout, bana Congo. Donc, bato tout na monde. Bo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube, Chibango, non, Canberra Chibango TV. Wano ko kuta pena ma solo carré. Ah, Papa Prince, ambiatika yo. Donc, yo pena deux fois te. Donc tout ça vient na biso ba Simba et vient na biso Paulin Sef na Canada, ba Mama Prince, donc ba tout vient na biso Nelly et ba ya Willy, donc bo s'abonner na chaîne na biso ya sika. Donc tu préparer album na biso et toi déjà dans studio et tu enregistré déjà deux titres ici déjà ma carte. Toko. Quand j'étais loin de toi, la vie pleine de soucis, maintenant que près de toi, la vie est sans misère. Loin de toi, pas d'amour, près de toi, plein d'amour. Voilà que je suis erré, chez moi tes souvenirs. Bola moi mon tamo qu'il est beau, il peut laisser fou. Zambena li koloye biango. Ah, pour laisser fou les grands gérants collés maté. Utala rétroviseur ya monana simano ndenge nazakoya nakimambangu trop c'est fou. Donc baya bo s'abonner wana nzembo vient nga Paulin c'est fou les grands gérants. Donc ya za gérant parmi bamindele, donc deux fois to félicitations Zambia batela, donc Zambia tika bino ya kitoko. Ouais, les papas français. Les grands prêtres français. Yonde, Papa Prince Canberra TV.
Yo, Papa Prince Maman et maman Evelyne. Opposala, toujours Opposala. Billy a trop, Agora qui avant, agora é bicho tocante. Eu não tenho coisa de ser. Eu não continuo no carro. Agora Papa Prince Canberra. Mokozi. Josawa Yonde. Ouais, les grands frères Polin Sefu na Binonde bozosa na biso tozala na Kasongo Binonde. Les grands frères Polin Sefu. Oyo ezaka ko succès. Polin Sefu mama ezaka ko succès quoi. Oyo ndeka ndino. Ya Douglas ya Ndebe c'est les pères. Donc awa mikolo nyonso tozokontinue kaka ntembo na bino bien. Binonde. A toujours, d'ailleurs c'était une des conditions qu'il avait posées avant que lui-même et son épouse ne puissent procéder à la vaccination. Il avait demandé qu'il y ait une variété de vaccins disponibles pour l'ensemble des Congolais afin que chaque Congolais ait le choix de prendre le vaccin qu'il voudrait. À propos de cette importance qu'il accorde, que le chef de l'État accorde à ce secteur de la santé, et en particulier à la place que l'Afrique doit occuper dans la lutte, il vous souviendra qu'il est encore président en exercice de l'Union africaine, et à ce titre, il a été le champion, il a été le porte-étendard d'une campagne pour permettre particulièrement que l'Afrique ne soit pas en reste et que tous les efforts soient mis en avant pour que dans des délais assez rapprochés, on puisse produire les vaccins sur le continent africain. Mais en même temps, il a également été le champion pour rappeler au monde que nous avons sur notre territoire, dans notre pays, des chercheurs, des scientifiques qui ont travaillé à la production de médicaments pour lutter contre la Covid-19. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, très chers téléspectateurs, ça sent le parfum, l'arrivée du président de la République, avec surtout ce premier motard éclaireur que vous remarquez sur votre petit écran d'un moment à l'autre. C'est bien le cortège présidentiel qui fait son entrée ici dans les installations du palais du peuple. C'est bien l'annonce de l'arrivée du président de la République. La caméra de Ado Mujangi qui est justement dehors avec la complicité du réalisateur René Ngwangu va nous prendre justement le cortège présidentiel, l'arrivée du cortège présidentiel ici au niveau du palais du peuple. Quelques minutes après l'arrivée de la première dame, c'est bien l'annonce, l'arrivée du président de la République. Ça sent le parfum, comme nous avions toujours l'habitude de le dire, et c'est bien, bel et bien, le cortège présidentiel qui fait son entrée ici au niveau du palais du peuple. Et vous le remarquez en même temps que nous, il y a quelques militants et fidèles de partis politiques qui sont de l'autre côté. Voilà, il a préféré aujourd'hui utiliser la voiture pour ce message, pour arriver ici au niveau du palais du peuple et s'adresser à la nation, sur l'état de la nation au travers du congrès, du parlement réuni, des deux chambres du parlement réunies en congrès. C'est bien la voiture présidentielle que vous voyez, très chers téléspectateurs, et qui est arrivée ici au niveau du palais du peuple. Vous allez le remarquer que la voiture va d'un moment à l'autre s'arrêter, mais il y a un comité d'accueil restreint composé de certainement le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du bourgmestre de Lingwala qui a toujours été associé dans pareilles circonstances, et surtout quand il y a des grandes manifestations qui ont eu lieu ici au niveau du palais du peuple. On associe toujours l'autorité politico-administrative, et c'est le cas de ce bourgmestre de Lingwala qui est là, qui fait partie du comité d'accueil restreint
pour justement accueillir le président de la République qui descend de sa voiture présidentielle. Voilà, nous l'avions dit et nous avions raison, il est toujours masqué, il a toujours son masque, il prêche toujours par l'exemple avec ses belles couleurs, avec sa veste croisée comme d'habitude. Il est là, il salue le comité restreint, la distanciation physique empêche aux uns et aux autres de poignées de main. Un petit mot, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre de Lingwala, merci à tous. Et maintenant les honneurs de la garde républicaine sont rendus au garde de la nation suivant. Très chers téléspectateurs, hymne national exécuté, honneur militaire rendu. Voilà le président de la République sur le tapis rouge déroulé, le symbole du pouvoir qui va d'un moment à l'autre accéder dans la grande salle du palais du peuple, tout en traversant bien sûr le détachement de la garde républicaine sous les rythmes de la fanfare républicaine. Voilà le détachement qui est là. Le président traverse ce détachement de la garde républicaine avant bien sûr d'accéder au niveau de la grande salle du palais du peuple, mais il aura certainement un moment pour échanger avec les membres du bureau, le président de l'Assemblée nationale qui préside le congrès de ce jour, le président du Sénat qui fait partie du comité d'accueil et d'autres membres du congrès qui sont déjà là. Il aura certainement échangé quelques mots avec ce comité d'accueil composé notamment des membres du Sénat et du bureau du Sénat et du bureau de l'Assemblée nationale. Le président va prendre la marche du palais du peuple pour accéder au niveau du hall où se trouve les présidium du congrès
la question est celle de savoir, va-t-il directement accéder dans la grande salle ou va-t-il prendre la direction de son bureau? Il faut se dire, le président a aussi un bureau ici, au niveau du palais du peuple. Est-ce qu'il va prendre la direction de son bureau pour échanger avec les membres du présidium du Congrès? Nous le saurons tout à l'heure. Belles images. Ado Moujangi, merci. Merci également à René Ngwangou, voilà, le président du Sénat, de l'Assemblée là, le président du Sénat. Et d'autres membres qui l'attendent. Le président va prendre quelle direction? Nous le saurons tout à l'heure. Apparemment, il accède directement au niveau de la grande salle du Congrès. Mais non, apparemment, il faudrait que le présidium arrive d'abord pour annoncer officiellement son entrée. Je crois que c'est ce qui va se faire. Il va occuper son bureau qui est quelque part. Une photo d'abord pour la postérité avec les membres du présidium du Congrès. Dans pareilles circonstances, il faut prendre toujours ces photos pour immortaliser ce moment important dans l'histoire politique de notre pays. C'est la 3e fois que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser à la nation pour faire l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès. Il l'a fait en 2019, il l'a fait en 2020 et il le fait aujourd'hui en 2021. Il le fera en 2022, en 2023 pour remplir ainsi son quinquennat. Et voir dans la mesure du possible s'il est réélu en 2023. Il le fera également pendant 5 ans. Et voilà, c'est un exercice constitutionnel. Nous l'avions dit au début de notre intervention, très chers téléspectateurs. Nous n'avions pas tort. Le président se dirige vers son bureau du palais du peuple où il va échanger pendant quelques moments avec les membres du présidium. Pour ce congrès d'aujourd'hui, c'est bien le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui préside la plénière d'aujourd'hui. Et après, le président va faire son entrée ici. Au niveau du palais du peuple, de la grande salle du congrès. C'est l'entrée du présidium du congrès. Et après, on va annoncer officiellement l'arrivée du président de la République dans cette grande salle du Congrès. Ce sont des dispositions protocolaires qui nous font dire ça, et vous le remarquez. Les membres du présidium du Congrès qui font leur entrée ici, bureau du Sénat et bureau de l'Assemblée nationale est confondu. Mais ce qui est vrai, et il faut rappeler à l'intention des uns et des autres, très chers téléspectateurs, et que c'est le bureau, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui préside le congrès d'aujourd'hui. Aussitôt, il va prendre la parole pour annoncer justement l'entrée officielle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, dans cette grande salle de congrès du palais du peuple, où il va s'adresser dans quelques instants à la nation pour faire l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Juste quelques petits moments des dispositifs protocolaires pour que le président du congrès, Mbosoko Diampouanga, puisse prendre la parole et annoncer officiellement l'arrivée du président dans cette grande salle de congrès. Voilà. Un moment de concentration pour vérifier certains documents qui sont devant lui avant bien sûr d'annoncer officiellement l'arrivée du président de la République. Tout le monde garde son souffle, très chers téléspectateurs. Nous avions donné quelques secteurs qui feront peut-être partie du discours sur l'état de la nation du président de la République, mais personne ne sait. Et ce que va dire le président de la République tout à l'heure. Nous gardons le souffle, à l'instar des honorables députés et des sénateurs ici présents dans cette grande salle, à l'instar également des membres du gouvernement, des membres du corps constitué, des membres du corps diplomatique et d'autres invités qui ont fait le déplacement du palais du peuple pour suivre les discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà dans les installations du Palais du Peuple, très chers téléspectateurs. Très chers téléspectateurs, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien ici au Palais du Peuple. La radio-télévision nationale congolaise a mobilisé sa logistique et son personnel pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie, et nous ne cesserons jamais à se le dire, la RTNC, c'est une chaîne des grands événements, et en voici un aujourd'hui avec ce rendez-vous présidentiel. Le chef de l'État qui va prononcer un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Décor planté, il n'y a que peut-être le protocole, le service de sécurité qui bouge, et même les journalistes, tout le monde hyper concentré, en train de se poser la question de savoir que va porter le message du garant de la nation ici au Palais du Peuple devant la représentation nationale. C'est le suspense total, mais ce qui est vrai est que des secteurs comme la santé, la sécurité, l'eau, l'éducation, l'électricité, les infrastructures routières, le transport ne manqueront pas. Et pour votre gouvernement, il faut se le rappeler, il y a quelques mois, le président était ici devant le Palais du Peuple pour remettre un lot important de bus Transco. Il y en avait au moins 444 pour les transports en commun. Et nous avions vu même certains bus arriver à Issiro. Et la population avait accueilli chaleureusement l'arrivée de ces bus. Et il en sera ainsi pour toutes les provinces. Nous avions au niveau des secteurs des infrastructures routières, très chers téléspectateurs, le président procédé au lancement officiel du projet Tilé-Gelou qui concerne la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kasaï, même si cette vaste opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Ici à Kinshasa, au moins 40 km de la voirie qui sont concernés par ce projet Tilé-Gelou, et dans les grands espaces du Kasaï, il y a au moins plus de 100 km qui sont concernés, toutes les provinces. Nous allons peut-être énumérer quelques-unes. Il y a le Kasaï oriental, il y a le Kasaï central, il y a le Kasaï, il y a l'Omami, il y a Sankourou, il y a quoi encore, Mama Kabanga? Il y a une autre province? Non. D'accord, je crois que ce sont les 4, avec comme chef lieu Mbujimaï, Kananga, Chikapa, et Kabinda. Voilà, ce sont les 4 provinces. Donc au moins plus de 100 km de voiries qui sont concernés par le projet Tilé-Gelou. Et il n'y a pas longtemps, on a vu le Premier ministre lancer le projet Kinelenda qui concerne la desserte en eau potable au niveau des installations de la régie des eaux à Binza. Il y a surtout la population de Kisangani qui doit être content. La population de Kisangani qui doit être content avec le rétablissement du courant électrique. Une population qui était plongée dans le noir plusieurs années. Et aujourd'hui, la ville de Kisangani est éliminée grâce justement aux efforts fournis par les gouvernements. Il y a le secteur de l'économie qui ne sera pas, nous osons croire, oublié par le chef de l'État. Et la liste n'est pas exhaustive. Le président de la République, voilà, le couple présidentiel. Oh là là, ah mais c'est beau à voir. Hein. C'est très joli. Le couple présidentiel qui marche majestuellement et qui va entrer d'un moment à l'autre ici au niveau de la grande salle de congrès. C'est un bel exemple à suivre. Hein, quand on voit le chef de l'État à côté de sa tendre épouse dans pareilles circonstances. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est le moment de le faire parce que c'est toujours bien d'être à deux. Voilà. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Sous les ovations de l'assistance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire son entrée ici dans la salle de congrès, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où Vassou s'est ouvert depuis quelques minutes seulement. Le congrès qui va accorder la parole au président de la République, on le voit accompagné de la distinguée première dame, son épouse, le président de la République, très détendu. Il est là de pied ferme, donc il traverse cette haie
qui a été formé par nos députés et sénateurs. Le président de la République, sous les ovations de députés et sénateurs, va donc, voilà, il s'arrête un moment pour saluer quelques-uns. Parmi les députés et sénateurs, il va monter à la tribune d'honneur qui lui a été réservée, et c'est de là qu'il sera invité pour son discours sur l'état de la nation. Il est 12h05 ici pour ce grand rendez-vous, pour ce grand oral, de cette année 2021. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en plus de députés et sénateurs, il y a de nombreux sympathisants qui sont ici et qui donnent de la voix depuis l'autre tribune du palais du peuple. Le marteau retentit, le président du Congrès ouvre le débat. Monsieur le Président, avec nos hommages les plus déférents, nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Honorables membres du Congrès et chers collègues, la séance est reprise. Honorables membres du Congrès, chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance appelle le point ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le Congrès peut se prononcer quant à l'adoption de ce projet de l'ordre du jour. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès, chers collègues, à présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Point relatif à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, à celui de mon estimé collègue, président du Sénat, et au mien propre, la bienvenue dans cette salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la nation. C'est le président de la République, chef de l'État, qu'il vous plaise de prendre la parole pour votre message à la nation. Voilà, très chers téléspectateurs, le moment tant attendu est donc là. Le président de la République qui va devoir prendre la parole tout à l'heure pour son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le président de la République qui s'achemine vers le lutrin. C'est à partir de là qu'il va prononcer
son discours sur l'état de la nation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, c'est toujours avec une immense joie et un agréable plaisir que je me retrouve devant vous en cette période de l'année, conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le Président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves.
en dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême, pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification
et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Honorables députés et sénateurs, permettez-moi de relever que les grandes villes de notre pays n'ont malheureusement pas été épargnées par des cas d'insécurité commis par des délinquants de tous bords, communément appelés Kuluna, et des coupeurs de route qui ont délibérément choisi de troubler la quiétude de paisibles citoyens en les terrorisant, aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu. Une mauvaise culture qui doit absolument être bannie de notre société. Pour anéantir tous ces fléaux et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du pays, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures idoines contre ces marginaux. Je me réjouis des premiers résultats obtenus par l'expérience du centre pilote de Kanyama-Kasese. Jadis abandonnés à eux-mêmes, aujourd'hui ces jeunes compatriotes maîtrisent plusieurs métiers dont la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et l'élevage. Je demande au gouvernement d'intensifier ses efforts de réinsertion sociale des jeunes désœuvrés sur l'ensemble du territoire pour leur meilleure contribution au développement du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, à mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituait le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. De même, la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'Inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui,
aujourd'hui encore sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Je réaffirme mon engagement de poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». J'encourage le Conseil supérieur de la magistrature à faire fonctionner les chambres disciplinaires afin que la sanction soit la seule récompense des mauvais magistrats qui, par leur comportement, ternissent l'image de toute une institution voulue un corps d'élite. Dans le souci de résorber les problèmes récurrents des effectifs insuffisants des magistrats, le gouvernement est appelé, avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature, à finaliser le processus de recrutement dont le dernier en date remonte malheureusement à plus d'une décennie. Dans le cas particulier de la Cour constitutionnelle, actuellement très sollicitée dans le cadre de la protection des droits et libertés des citoyens, ce que je salue et encourage, l'expérience a toutefois démontré que lors du traitement des contentieux électoraux, les 9 juges qui la composent sont souvent débordés au regard des contraintes de délai. J'encourage donc le président de cette juridiction à travailler avec le gouvernement afin de mettre en place le corps des conseillers référendaires, un outil technique légal qui se révélera déterminant dans le traitement des 10 dossiers et dans la pérennisation de la jurisprudence. C'est dans le même sens que j'entends rendre opérationnel dans les tout prochains jours les différents organes et structures de la Cour des comptes, la plus haute instance de contrôle des finances publiques, afin qu'elle joue pleinement son rôle de patrouilleur financier en chef avec l'appui de l'Inspection générale des finances. J'attends que ces mêmes performances soient au cœur de l'action de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, de la cellule nationale de renseignement financier, ainsi que d'autres services supérieurs de contrôle, en tant que dispositif de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment de capitaux, la fraude et même le financement du terrorisme. Honorables députés nationaux et sénateurs, la mobilisation des investissements dont nous avons besoin pour créer des richesses et développer notre pays nécessite un bon climat des affaires. Ceci implique qu'en permanence, nous soyons non seulement attentifs aux doléances des opérateurs économiques, mais aussi et surtout que nous imaginions des mécanismes pouvant permettre d'améliorer les conditions d'exercice des affaires
et en assurer le suivi. Au cours de cette année, j'ai réitéré au gouvernement ma volonté de prendre en charge avec efficacité la problématique du climat des affaires par une nouvelle approche de suivi, évaluation jamais expérimentée dans notre système de gouvernance afin de rassurer les investisseurs. À cet effet, j'ai le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un outil qui va désormais permettre en temps réel à moi-même, au Premier ministre, ainsi qu'à chacun des membres du gouvernement concernés, de suivre méticuleusement le rythme de mise en œuvre des réformes et assignations relatives au climat des affaires. Il s'agit en fait d'un tableau de bord numérique sur mesure à partir du programme du gouvernement. Aussi, j'invite le Parlement à parachever le cadre légal relatif d'une part à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce et d'autre part aux dispositions nationales complémentaires aux droits de l'OHADA. En outre, la rationalisation de la fiscalité demeure la réponse appropriée aux tracasseries souvent dénoncées par les opérateurs économiques. Il faut des réformes innovantes en la matière pour y remédier. Honorables députés nationaux et sénateurs, je voudrais saluer une fois de plus la détermination, la fermeté et la ferveur avec laquelle vous aviez, toutes tendances confondues, accepté de répondre favorablement à mon appel de ralliement dans une union sacrée de la nation. Un appel exaltant, à la fois de cœur et d'esprit, en vue de consolider les principes et les valeurs autour d'actions nobles, à même de répondre positivement aux nombreuses et anxieuses attentes de notre peuple, les mêmes attentes malheureusement non comblées depuis des décennies. Permettez-moi de vous rappeler que cet engouement et ce nouvel élan ont permis de mettre rapidement en place de nouveaux bureaux, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et de former le gouvernement actuel appelé à défendre les intérêts de la population. Ce qui a réellement permis de faciliter les échanges et de jeter de réelles passerelles de collaboration entre les différentes institutions de la République. Je rappelle que ce gouvernement de la République a comme principale mission la restauration de la paix et de la sécurité, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'amélioration qualitative des conditions de vie de nos populations, la couverture santé universelle, l'application de la gratuité de l'enseignement comme prescrit dans la Constitution et le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que de l'État de droit. Je relève aussi que la mise en œuvre, sous mon impulsion, de ces différents piliers est à la base de l'amélioration progressive et qualitative de la gouvernance politique, économique et sociale qui donne déjà des résultats qu'il sied de soutenir. C'est ici pour moi le lieu de saluer la cohésion perceptible autour de l'union sacrée de la nation, en dépit des petites querelles de clochers que je considère d'ailleurs comme des manifestations éloquentes de l'expression même de la démocratie. En outre, je tiens à préciser que malgré son appartenance à la majorité ou à l'opposition, chacun de nous doit pleinement jouer sa partition dans l'amour du pays, de notre peuple et dans le respect des institutions. Dans cet esprit, je tiens à exprimer le profond respect que j'éprouve à l'égard de notre peuple,
pour sa farouche détermination à garder toujours allumée la flamme de l'unité nationale, en dépit de l'adversité et de toutes les épreuves que nous impose cette marche vers la paix, la démocratie, l'unité, la cohésion, l'état de droit et le peuple social, et le progrès social, pardon. Honorables députés nationaux et sénateurs, en même temps que je reconnais l'harmonie dans les relations entre différentes institutions au niveau national, je dois malheureusement mentionner que l'année 2021 a fondamentalement été caractérisée par l'instabilité des assemblées et gouvernements provinciaux. En effet, les conflits entre ces institutions provinciales se sont exacerbés au cours de cette année, au point d'hypothéquer foncièrement le développement des provinces concernées. Il y a lieu de noter que 14 provinces sur 26 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. À la suite de ces mêmes conflits, certains présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Il est extrêmement important pour chacun de ces acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise. La prochaine session de la conférence des gouverneurs sera l'occasion de réfléchir autour des pistes de solution à cet épineux problème. Par ailleurs, je vous exhorte vivement à envisager l'amendement de certains textes légaux se rapportant à la gestion des institutions provinciales. J'invite une fois de plus les députés provinciaux et les gouverneurs à observer leurs prérogatives dans le strict respect des lois de la République, en s'abstenant de tout acte qui puisse bloquer le bon fonctionnement des provinces. Entre-temps, le Sénat, en tant qu'émanation des assemblées provinciales, est appelé à poursuivre ce rôle de médiateur et de conseil auprès de leurs animateurs pour que règne l'harmonie au sein de nos provinces. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, j'estime utile d'attirer l'attention de tous sur les préparatifs des prochaines élections. En effet, le processus électoral, avec ses enjeux, oblige que nous nous engagions dès à présent pour des élections que nous voulons crédibles, en écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les pesanteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de ces nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ce bureau. J'invite en même temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI
de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023. Pour ce faire, il est également important que le Parlement procède diligemment au vote des lois encore en souffrance pour un aboutissement heureux du prochain cycle électoral. Honorables députés nationaux et sénateurs, comme je l'ai évoqué au début de mon adresse, notre pays a toujours souffert de crises sanitaires survenues au cours de cette année. En effet, la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la République démocratique du Congo.